J'avais déjà rencontré Quincy Jones à Los Angeles, quand j'avais 12 ans. Plus tard, Quincy me raconta que Sammy Davis Jr. lui avait dit « Ce môme est le prochain plus gros coup de toute l'histoire du showbiz ». J'étais très jeune à l'époque, mais je me souvenais que Sammy Davis m'avait présenté à Quincy. C'est sur le tournage de The Wiz que notre amitié s'est développée, et elle s'est très vite transformée en rapport père-fils. Après le tournage de The Wiz, je l'ai appelé et je lui ai dit « Écoutez, je vais faire un album bientôt. Est-ce que vous pourriez me recommander un arrangeur ?» Ma question n'était pas hypocrite, mais naïve, et complètement honnête. Nous avons parlé musique, puis après m'avoir donné quelques noms et bavardé de tout et de rien, il m'a dit « Pourquoi on ne le ferait pas ensemble ce disque ?» Je n'y avais même pas pensé. Il pensait peut-être que j'arrivais avec mes gros sabots, pour lui demander de travailler avec moi. Mais ce n'était pas le cas. Je n'imaginais même pas qu'il puisse s'intéresser à ma musique. Aussi ai-je bafouillé quelque chose comme « Oh oui, c'est une idée super, j'y avais pas pensé. » Quincy me met encore en boîte avec cette histoire. Et aussitôt, on a commencé à planifier l'album qui s'est appelé Off the Wall. Mes frères et moi étions décidés à monter notre propre société de production et nous cherchions un nom de label. J'ai toujours pensé que les paons sont des animaux magnifiques, et j'avais beaucoup admiré celui que Berry Gordy avait dans une de ses maisons. Et puis je suis tombé sur un article dans un magazine, avec une photo de paon sublime, et un long commentaire sur les caractéristiques de cet oiseau. Le journaliste expliquait que le plumage du paon s'épanouit complètement quand il est amoureux, et qu'à ce moment-là, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel explosent sur son corps. La métaphore était tellement saisissante que je décidai de donner ce nom à notre société. C'était le message que je voulais donner pour exprimer notre intense dévouement les uns pour les autres, ainsi que nos intérêts à facettes multiples. Mes frères aimèrent cette idée, et c'est ainsi que nous avons mis de côté le nom des Jackson pour adopter celui de Peacock Production. Notre premier tour du monde nous avait donné le goût et l'envie d'unir les gens de toute race grâce à la musique. Après tout, nous étions des musiciens noirs. Notre devise, c'était « La musique se fiche de la couleur de la peau ». C'est ce que nous ressentions chaque soir, en particulier en Europe et dans les autres parties du monde que nous visitions. Les gens aimaient notre musique. Ils ne se souciaient ni de la couleur de notre peau, ni de notre pays d'origine. Nous voulions créer notre propre compagnie parce que nous étions prêts à établir notre présence dans le monde musical, non seulement en tant que chanteur, mais aussi en tant que compositeur, parolier, arrangeur et directeur artistique. Nous nous intéressions à tellement de choses qu'il nous fallait un parapluie pour nous protéger. CBS avait accepté de nous laisser produire notre propre album. Les deux précédents s'étaient bien vendus, mais Different Kind of Lady montrait un potentiel qui valait la peine d'être développé. Il ne nous imposait qu'une seule condition, que nous acceptions un directeur artistique, Bobby Columbine, qui travaillait alors avec Blood, Sweat and Tears, pour s'assurer que nous nous en sortions bien, et qui resterait à notre disposition au cas où nous aurions besoin d'aide. Nous savions qu'il nous fallait faire appel à d'autres musiciens pour les séances, de façon à avoir un son parfait, et que nous avions des faiblesses dans deux domaines, les claviers et les arrangements. Nous avions un matériel complètement performant dans notre studio Encino, mais nous ne savions pas vraiment bien nous en servir. Greg Filigan était jeune pour un ingénieur de studio pro, mais c'était un plus pour nous, parce que nous voulions quelqu'un qui soit plus ouvert aux nouvelles idées que les vétérans que nous avions rencontrés au cours des dernières années. Il vint chez nous, dans notre studio, pour préparer la production, et nous nous sommes mutuellement surpris. Tous nos préjugés tombèrent les uns après les autres. Toutes nos conceptions musicales se transformaient. C'était super. Greg lisait dans nos pensées au fur et à mesure,
et il nous étonnait par le génie avec lequel il exécutait ce que nous entendions. Nous voulions sonner plus funky et plus clean que dans nos disques précédents, avec une basse plus tranchante et des cuivres plus aigus. Nous aimions aussi beaucoup la façon dont Philly International Records faisait sonner les chœurs, mais quand le mixage arrivait, il y avait toujours des trucs qui n'allaient pas, à cause des murs de cymbales et de cordes qui étouffaient les voix. Greg écoutait nos suggestions et orchestrait les sons comme nous l'imaginions. Puis Bobby fit venir un autre percussionniste pour soutenir Randy. Il s'appelait Paulino d'Acosta, et nous étions un peu inquiets au début parce que Randy pensait qu'il ne pouvait pas assurer tout seul les percussions. Mais Paulino apporta la tradition de la samba brésilienne, qui utilise des instruments primitifs parmi les plus inattendus et les plus intéressants. Lorsqu'ils ont joué ensemble, Randy de manière conventionnelle et d'Acosta en improvisation virtuose, c'est comme si la boucle des sons de percussion était bouclée. Sur le plan artistique, nous étions à la limite du rock and roll et du hard. Nous avions travaillé avec les gens les plus compétents, les plus intelligents et les plus célèbres de chez Motown et Philly International. Et nous aurions été des imbéciles de dénigrer les choses que nous avions apprises grâce à eux. Pourtant, nous ne voulions pas être à la traîne en imitant les autres. Heureusement, Bobby était arrivé avec une chanson qui s'appelait « Blame It on the Boogie ». C'était une bonne approche pour ce que notre groupe essayait de cultiver. Un rythme up-tempo, des claquements de doigts, et j'adorais le chorus parce que je pouvais le chanter d'un seul trait sans respirer, et sans serrer les lèvres une seule fois. Une petite surprise amusante, quand on a découvert l'intérieur de la pochette de l'album, on a lu que la chanson Blame It on the Boogie avait été écrite par 3 types d'Angleterre, dont l'un s'appelait Michael Jackson. Coïncidence sidérante. En réalité, c'était complètement naturel pour moi d'écrire des chansons disco, parce que j'avais l'habitude d'incorporer des parties instrumentales pour la danse, dans toutes les chansons. Notre avenir était une chose incertaine, et excitante. Beaucoup de choses changeaient, dans notre dynamique personnelle, familiale, artistique. Tous ces nouveaux projets m'obligèrent à réfléchir sur la manière dont je vivais ma vie, en particulier avec les gens de mon âge. J'avais toujours endossé beaucoup de responsabilités, mais d'un seul coup, tout le monde me tombait dessus en même temps. Il fallait que je sache ce que les gens voulaient de moi, et ce que je pouvais leur donner. C'était difficile, mais je devais être plus vigilant avec mon entourage. Dieu était la première priorité. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs venaient ensuite. On faisait souvent allusion devant moi à une vieille chanson de Clarence Carte, qui s'appelait Patches. Elle raconte l'histoire du fils aîné qui doit prendre en charge toute la famille lorsque son père meurt, et que la mère lui demande de devenir le patron de la ferme. Nous n'étions pas fermiers, et je n'étais pas le plus âgé. Mais je me suis retrouvé avec un drôle de fardeau sur les épaules, et les miennes ne sont pas athlétiques. J'ai toujours eu du mal à dire non à ma famille et aux gens que j'aime. Chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose, j'accepte, même si je suis inquiet à l'idée de ne pas pouvoir y arriver. J'avais beaucoup de responsabilités, et j'étais souvent au bord de la crise de nerfs. Le stress est un vrai fléau. C'est difficile de contenir ses émotions trop longtemps. À cette époque-là, beaucoup de gens se demandaient si je m'intéressais encore à la musique après m'être investi dans le cinéma. Certains prétendaient que ce n'était pas le moment favorable pour notre groupe de proposer un nouveau style, mais bien entendu la suite prouva le contraire. La chanson « That's what you get for being polite » fut ma réponse. J'expliquai que je ne vivais pas dans une tour d'ivoire, et que j'avais des doutes et des craintes, comme tous les jeunes de mon âge. Je me demandais si je n'allais pas passer à côté de ce que le monde avait à offrir, même si j'essayais de grimper au sommet de mon arbre pour voir tout le spectacle. Il y a une autre chanson de Gamble et Huff,
sur le premier disque épique qui s'appelle Dreamer. Et je suis sûr qu'il pensait à moi en écrivant cette chanson. J'ai toujours été un rêveur. Je me fixe des buts, je regarde les choses et j'essaie d'imaginer tout ce qui est possible pour dépasser ces limites. En 1979, j'avais 21 ans. C'est là que j'ai commencé à prendre le contrôle total de ma carrière. Le contrat de mon père, qui jusqu'ici était mon manager personnel, arrivait à expiration, et bien que la décision soit difficile à prendre, le contrat ne fut pas renouvelé. Ce n'est pas facile de virer son père. Mais je n'aimais pas la façon dont les choses se passaient. Quand on mélange la famille et le business, c'est toujours délicat. Ça peut être merveilleux ou épouvantable. Ça dépend des relations. Et même quand tout va bien, ce n'est pas évident. Est-ce que mes rapports avec mon père ont changé après cela? Je ne sais pas en ce qui le concerne lui. Mais mes sentiments n'ont pas changé à son égard. Il fallait que je fasse ce changement, parce que je commençais à sentir que je travaillais pour lui, au lieu que ce soit lui qui travaille pour moi. Tout ce qui comptait pour moi, c'était de contrôler ma propre vie. Et j'y suis parvenu. Il fallait que je le fasse. Tout le monde en arrive là un jour ou l'autre. Et ça faisait un bout de temps que j'étais dans le business. J'avais pas mal d'expérience pour un garçon de 21 ans. 15 ans de service comme vétéran du showbiz. Nous avions hâte de mettre au point Destiny et de le présenter au public, mais je commençais à être saturé par trop de performances et de concerts. Quand les concerts étaient annulés, personne ne m'en voulait, mais j'étais un peu gêné de ne pas faire profiter mes frères du fruit de leur travail. Après tous ces efforts de remise sur les rails, nous avons trouvé des arrangements pour que ma voix ne se fatigue pas trop. Marlon prenait le relais dans certains passages qui demandaient des tenues trop longues. Notre titre principal dans le nouvel album, Shake Your Body, était un morceau très réussi sur scène, car nous l'avions déjà beaucoup travaillé en studio. Nous voulions donner à notre nouveau répertoire toutes ses chances sur scène. Le succès ne se fit pas attendre, cependant. En y repensant, je réalise que j'ai peut-être été plus patient que mes frères ne l'auraient voulu. Quand nous avons remixé Destiny, je me suis aperçu qu'on avait laissé passer des trucs dont je n'avais pas parlé avec eux, parce que je n'étais pas sûr que ça les intéresse autant que moi. Epic avait stipulé dans notre contrat qu'ils accepteraient de produire n'importe quel album solo que je déciderais de faire. Ils assuraient leurs arrières. Si le groupe des Jackson n'arrivait pas à tenir la distance, ils pouvaient toujours se rabattre sur moi, et me fabriquer une image qui me resterait collée jusqu'à la fin de mes jours. Je sais que ça peut paraître paranoïaque, comme façon de penser. Mais mon expérience m'a toujours montré que les financiers et les hommes d'affaires veulent toujours savoir ce qui se passe, où va leur argent, et comment le récupérer. Ça paraît logique de penser comme ça, quand on se met à leur place. Oui, ces pensées m'ont traversé l'esprit, mais je sais que j'avais raison à ce moment-là. Destiny a été notre plus grand succès, en tant qu'album, car nous avions atteint le point où les gens achetaient notre disque parce qu'ils savaient que nous étions bons, et qu'on donnait le maximum de notre talent sur chaque chanson de chaque disque. Je voulais que mon premier album solo soit le meilleur possible. Je ne voulais pas que Off the Wall sonne comme un remake de Destiny. C'est pour cela que je voulais engager un nouveau producteur, complètement étranger au projet et qui n'aurait pas d'a priori sur la façon dont cela devait sonner. Je voulais aussi quelqu'un qui ait une bonne oreille, pour m'aider à choisir le matériel parce que je n'aurais pas assez de temps pour écrire les 2 phases d'un album, avec des chansons dont je serais fier d'un bout à l'autre. Je savais que le public attendait davantage que 2 bons titres sur un album, en particulier les discothèques, qui faisaient des montages. Et je voulais que les fans soient satisfaits. Pour toutes ces raisons, Quincy s'est révélé le meilleur producteur dont j'aurais pu rêver. Les amis de Quincy Jones le surnommaient Q, parce qu'il adore la cuisine au barbecue. Plus tard, après la réalisation de l'album Off the Wall, il m'invita à un concert de sa musique pour orchestre au Hollywood Bowl.
mais j'étais tellement timide que je suis resté dans les coulisses pour regarder le spectacle, comme je le faisais quand j'étais enfant. Il m'a dit qu'il souhaitait que je le surprenne encore davantage avec ma musique, et depuis nous essayons tous les deux de nous épater mutuellement. Le jour où je lui ai téléphoné pour lui demander son avis sur un bon producteur, il commença à me parler des gens du business avec lesquels je pourrais travailler sans risque de galère. Il connaissait tous les dossiers, savait qui était disponible, qui serait trop dur, trop mou, pas assez exigeant. Il connaissait Los Angeles mieux que son maire, et il était au courant de tout. C'était un arrangeur de jazz, un orchestrateur, un compositeur de musique de film, et pour la pop musique c'était un guide inespéré. J'étais comblé d'avoir pu trouver d'abord un ami, mais aussi un arrangeur de ce calibre. C'était un choix parfait. Il connaissait les meilleurs musiciens, et c'était un homme brillant qui avait une oreille fabuleuse. L'album Off the Wall devait s'appeler au départ Girlfriend. C'était le titre d'une chanson que Paul et Linda McCartney avaient écrite en pensant à moi, sans qu'on se soit jamais rencontrés. Paul McCartney raconte souvent que je l'ai appelé pour lui dire qu'on devait écrire des tubes ensemble. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai rencontré Paul la première fois dans une partie sur le Queen Mary, qui est à quai à Long Beach. Sa fille avait eu mon numéro de téléphone par je ne sais plus qui, et elle m'avait téléphoné pour m'inviter à cette grande fête. Elle aimait notre musique, et nous avons bavardé. Plus tard, après sa tournée Wings Over America, Paul et sa famille sont arrivés à Los Angeles. Ils m'ont invité à une partie au Harold Lloyd Estate. Paul McCartney et moi, nous nous sommes serrés la main au milieu d'une foule de gens. Et il m'a dit « Tu sais, j'ai écrit une chanson pour toi. » J'étais très étonné, et je l'ai remercié. Et il a commencé à me chanter Girlfriend au milieu des invités. Puis nous avons échangé nos numéros de téléphone, en promettant de nous revoir bientôt. Mais nous sommes restés pendant 2 ans sans y parvenir, parce que chacun de nous avait 10 000 choses à faire. Il a fini par mettre cette chanson sur son album London Town. Une chose très bizarre s'est alors produite pendant que nous faisions Off the Wall. Quincy est arrivé un jour en me disant « Michael, j'ai une chanson parfaite pour toi. » Il m'a joué Girlfriend, sans savoir que Paul l'avait écrite pour moi au départ. Quand je lui ai dit, il était ravi et surpris. Nous l'avons enregistré tout de suite après pour l'album. C'était une coïncidence incroyable. Quincy et moi parlions de Off the Wall en pensant au son que nous désirions. Quand il m'a demandé ce que je souhaitais avoir par-dessus tout en studio pour cet album, je lui ai dit que je voulais que ça sonne complètement différemment des Jackson. Sentence terrible, quand on pense à tout le travail qu'il avait fallu accomplir pour devenir les Jackson. Mais Quincy a bien compris ce que je voulais dire. Et tous les deux nous avons créé un album qui illustrait notre désir, notre but. Rock With You, la chanson titre de l'album, symbolisait exactement ce que j'avais cherché. Je n'avais aucune difficulté à la chanter et à la danser. Et c'était une chanson parfaite. Rod Temperton, que Quincy avait rencontré à cause de son travail avec le groupe Heatwave dans Boogie Night, avait écrit la chanson dans un esprit très heavy. Mais Quincy avait adouci les arrangements et les attaques, en trouvant un son de synthé qui ressemblait au bruit de la mer, dans un gros coquillage. Quincy et moi étions emballés par le travail de Rod, et finalement on lui a demandé de styliser 3 de ses chansons pour moi, ce titre inclus. Rod était quelqu'un comme moi, à bien des égards. Comme moi, il était plus à l'aise pour parler de la vie nocturne des playboys que pour la vivre réellement. Je suis toujours surpris de constater que les gens prennent tout ce qu'on chante pour argent comptant, comme si on vivait réellement les histoires qu'on interprète. Il arrive qu'on chante des choses qui nous sont diamétralement opposées. Bien sûr, il m'arrive d'écrire des chansons qui sont tirées de mon expérience, mais il suffit que j'entende ou que je lise quelque chose qui m'accroche pour en faire une chanson.
L'imagination d'un artiste est son outil le plus précieux. Cela permet de créer des sensations, des sentiments, que les gens aiment avoir. Ou bien cela peut vous transporter n'importe où, simultanément. En studio, Quincy donnait pas mal de liberté aux musiciens et aux arrangeurs pour s'exprimer, en dehors des orchestrations de cordes qui étaient son fort. Je fis venir Greg Filigans, membre de l'équipe de Destiny, pour faire les bases des chansons que lui et moi avions travaillé ensemble à Encino, pendant que les autres étaient convoqués pour l'album. En plus de Greg, Paulino d'Acosta fit des percussions, et Randy est venu en invité sur le titre Don't Stop Till You Get Enough. Quincy a cela d'étonnant qu'il travaille toujours avec des gens très indépendants d'esprit. J'ai vu toutes sortes de professionnels dans ma vie, et je peux dire qui est capable de créer, d'innover et de croiser le fer, de façon constructive sans perdre de vue le but final. Nous avions avec nous Louis Johnson, qui avait déjà travaillé avec Quincy sur les albums des frères Johnson. Et puis une équipe de grands, comme Wawa Watson, Marlo Anderson, David Williams et Larry Carlton des Crusaders, qui jouaient de la guitare sur l'album. George Duke, Philip Church et Richard Heath, qui étaient la crème du jazz funk, et qui n'ont jamais manifesté le moindre mépris sous prétexte que cette musique était différente de la leur. Quincy et moi avions d'excellents rapports de travail, et nous nous partagions les responsabilités en nous consultant constamment. À part pour les frères Johnson, Quincy n'avait jamais fait beaucoup de musique de danse avant Off the Wall. Aussi, Greg et moi avions mis la sauce en échafaudant un véritable mur de son dans le studio de Quincy, pour les titres Don't Stop Till You Get Enough, Working Day and Night, etc. Get on the Floor. J'aimais ce dernier titre en particulier, parce que Louis Johnson m'avait donné une base rythmique suffisamment souple dans les couplets pour me permettre de donner un maximum de pêche dans le refrain. Bruce Swedian, l'ingénieur de Quincy, a mis la touche finale au mixage, et j'ai encore du plaisir à l'écouter. Working Day and Night a été le morceau de bravoure de Paulino. Il a fait un travail incroyable avec son arsenal de jouets et d'instruments faits main, et j'ai dû m'accrocher pour le suivre dans les chœurs. Greg avait programmé un synthé pour avoir le timbre parfait d'un piano acoustique, sans la moindre trace d'écho. Le thème lyrique était semblable à The Thing I Do For You, de Destiny. Mais comme il s'agissait d'un thème que j'avais déjà traité, j'ai choisi de le dire simplement, sans surcharger l'orchestration. Don't Stop Till You Get Enough a une intro parlée, au-dessus de la ligne de basse, en partie pour faire monter la tension et surprendre les gens avec le déferlement des cordes et des percussions. C'était une chanson inhabituelle à cause de mes arrangements vocaux. Sur ce titre, je double ma voix à l'infini, comme si c'était un groupe qui chantait à l'unisson. J'ai écrit une voix très haute que moi-même je n'arrivais pas à chanter, pour aller avec la musique que j'entendais dans ma tête. Et les instruments ont remplacé le chant. La chute que Quincy a trouvée était fabuleuse, avec les guitares qui jouent comme le kalimba, le piano africain. Cette chanson est très importante pour moi, parce que c'est la première que j'ai écrite entièrement. Don't Stop Till You Get Enough a été ma première chance, et elle est devenue aussitôt numéro 1. C'est cette chanson qui m'a valu ma première récompense officielle. Quincy a réussi à me donner assez de confiance en moi pour la faire en studio tout seul. Puis il a ajouté des cordes, comme le chef met la touche finale. Les ballades ont fait de Off the Wall un album de Michael Jackson. J'avais déjà fait des ballades avec mes frères, mais ils n'étaient jamais aussi enthousiastes que moi. Et c'était plus pour me faire plaisir que par intérêt personnel qu'ils l'acceptaient. Dans l'album Off the Wall, il y avait aussi, en plus de Girlfriend, une mélodie mémorable et très agréable à chanter, mais plus bizarre qu'une chanson tendre comme Rock With You. Les deux plus grands succès de ce disque ont été Off the Wall et Rock With You. Moi, j'aime la gentillesse, la douceur dans ces chansons, qui compensent le beat up-tempo de la danse. C'est comme si on essayait de détendre une jeune fille timide,
en la protégeant, plutôt qu'en la forçant. Avec Off the Wall, je suis revenu à une voix de tête au perché. Mais Rock With You demandait un son plus naturel. Je me suis dit que dans une boom, ces deux chansons obligeraient les gens à rester plus longtemps, et les chansons boogie leur donneraient le moral quand ils rentreraient chez eux. Et puis, il y avait aussi la chanson She's Out of My Life. Celle-ci était peut-être trop personnelle pour une boom. C'était une chanson qui me touchait personnellement. Il est parfois difficile pour moi de regarder mes petites amies dans les yeux, même quand je les connais bien. Mes histoires d'amour n'ont jamais eu le dénouement que je cherchais. Il y a toujours un obstacle qui m'a empêché d'être heureux avec les filles que j'ai aimées. Ce que je partage avec des millions de gens n'est peut-être pas ce que je peux partager avec une seule fille. Beaucoup de filles veulent savoir qui je suis, pourquoi je vis comme je vis, pourquoi je fais telle ou telle chose. Et elles essaient de savoir ce qui se passe dans ma tête. Elles veulent me sauver de ma solitude, mais elles le font de telle manière que j'ai l'impression qu'elles veulent partager ma solitude, ce que je ne souhaite à personne au monde. Parce que je crois que je suis la personne la plus seule de la Terre. She's Out of My Life est une chanson qui décrit cet état. Les barrières qui me séparent des autres sont apparemment très faciles à franchir, et pourtant elles sont toujours là, tandis que ce que je désire disparaît de ma vie, de ma vue. Tom Baller a écrit un pont sublime, qui semblait sortir tout droit d'une comédie musicale de Broadway pour cette chanson. Ce genre de problème de communication ne se résout pas facilement. Et c'est ce que dit la chanson. Rien n'est résolu. Nous ne pouvions pas la placer au début ou à la fin du disque, parce que c'était trop triste. Mais en la plaçant juste avant celle de Stevie, on a l'impression qu'une porte fermée à double tour va peut-être s'ouvrir. Et quand j'écoute la transition entre les deux, je soupire. Avec le titre disco de Red qui termine l'album, la transe est interrompue. Mais je me suis trop impliqué dans cette chanson. She's Out of My Life. C'est vrai, j'ai pleuré à la fin d'une prise, parce que les mots m'ont touché. Ça a monté en moi depuis un moment. J'étais un garçon de 21 ans, riche d'expérience, mais pauvre en vrais moments de joie. Parfois, je m'imagine que ma vie est comme le reflet de ces labyrinthes de miroirs qu'on trouve dans les foires. Je suis trop gros d'un côté et trop maigre de l'autre, au point de disparaître à l'endroit où les deux images se rejoignent. Après ce moment d'émotion, j'ai enfoui mon visage dans mes mains, et il n'y avait plus que le ronronnement des machines qui faisait écho à mes sanglots. Je me suis excusé auprès de Q et de Bruce Swedian, qui étaient à côté de moi. Mais ils m'ont dit que ce n'était pas la peine. La réalisation de l'album Off the Wall a été une des périodes les plus difficiles de ma vie, en dépit du succès qui a suivi. J'avais très peu d'amis à ce moment-là, et je me sentais très isolé. Je me sentais tellement seul que je marchais dans le quartier où j'habitais en espérant rencontrer quelqu'un avec qui parler, et devenir ami. Je voulais connaître des gens qui ne savaient pas qui j'étais. Je voulais devenir ami avec quelqu'un qui soit comme moi, qui cherche lui aussi un ami, et non pas quelqu'un qui voulait me parler parce que j'étais Michael Jackson. Je voulais rencontrer quelqu'un, n'importe qui, un homme du coin, peu importe. La réussite entraîne la solitude. Les gens croient qu'on a de la chance, qu'on peut aller n'importe où et faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. C'est la vraie chose qui manque. J'ai appris à surmonter cette angoisse, et je suis beaucoup moins déprimé que je l'ai été. J'avais très peu de petites amies quand j'étais à l'école. Il y en avait que je trouvais mignonnes, mais j'avais beaucoup de mal à les aborder. J'étais trop timide. Je ne sais pas pourquoi, c'était fou. Il y a une fille que j'aimais beaucoup, et qui était mon amie. Je l'aimais, mais je n'ai jamais pu le lui dire.
Ma première petite amie fut Tatum O'Neill. On s'est rencontrés dans un club à Sunset Strip, appelé On the Rocks. On a échangé nos numéros de téléphone et on s'est appelé, souvent. Je lui parlais pendant des heures. Je lui téléphonais sur la route, du studio, de chez moi. Le jour de notre premier rendez-vous, dans une fête chez Hugh Hefner dans le manoir de Playboy, on a passé un moment super. C'est ce soir-là qu'elle m'a pris la main. Nous étions assis à table, et soudain, j'ai senti une main douce qui prenait la mienne. C'était Tatum. Pour d'autres, ça pourrait sembler peu de choses, mais pour moi, ça signifiait beaucoup. Elle m'avait touché. C'est ce que je ressentais. Dans le passé, les filles essayaient toujours de me toucher en tournée. Elles criaient en essayant de m'attraper, par-dessus un cordon de garde du corps. Mais là, c'était différent. Nous étions en tête-à-tête, et c'était super. Ce tête-à-tête est devenu une histoire d'amour qui a duré longtemps. Nous étions très amoureux l'un de l'autre. Au bout du compte, cette relation a fini par une amitié sincère. Nous nous revoyons encore, et on peut dire qu'elle a été mon premier amour, après Diana. Quand j'ai su que Diana Ross se mariait, j'étais content pour elle, parce que je savais que cela la rendrait heureuse. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire comme si je trouvais ça épatant, qu'elle se marie avec un homme que je ne connaissais pas. Je voulais qu'elle soit heureuse, mais je dois admettre que ça m'a fait mal, et que j'ai été jaloux. Parce que j'ai toujours aimé Diana, et je l'aimerai toujours. Il y a eu aussi Brooke Shields. Notre amour a été très romantique, et cette histoire sérieuse. Il y a eu un tas de filles merveilleuses dans ma vie, des femmes dont le nom ne dirait rien au lecteur. Ce ne serait pas correct d'en parler, car elles n'ont pas de vie publique connue, comme les célébrités, et n'ont pas l'habitude de voir leur nom imprimé. Je tiens beaucoup à ma vie privée, et par conséquent je respecte la leur. Liza Minnelli est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé, comme amie. C'est ma sœur de show business. Ça nous sort par les pores de la peau. Quand on boit, quand on mange, quand on dort, c'est toujours par rapport au métier du chant et de la danse. On passe des moments merveilleux ensemble. Je l'aime. Juste après avoir terminé Off the Wall, j'ai plongé dans l'album Triumph avec mes frères. Nous voulions combiner ce qu'il y avait de meilleur dans les deux albums, en vue d'une grande tournée. Can You Feel It a été le premier titre enregistré sur l'album, et c'est le morceau le plus proche du rock que les Jackson ont jamais fait. Ce n'était pas vraiment de la musique de danse non plus. On y pensait pour la vidéo qui devait introduire notre tournée. Et c'était une sorte de thème proche de celui de 2001, l'Odyssée de l'espace. Notre propre Ainsi parlait Zarathustra. Jackie et moi pensions combiner le son du groupe avec un chœur d'enfant, chantant du gospel. C'était un clin d'œil à Gamble et Huff, dans un sens, car la chanson était un hymne à l'amour qui purifie les péchés du monde. Randy y chante comme un fou, même s'il n'atteint pas l'octave qu'il rêvait d'atteindre. Quand il a chanté ça, avec sa façon de phraser et de respirer, j'étais sur des nuages tellement il était bon. J'ai travaillé pendant des heures un clavier qui donnait un son de corne de brume incroyable, jusqu'à ce que j'aie le son que je cherchais. Ça durait 6 minutes, et il n'y avait pas une seconde de trop. Lovely One était la suite de Shake Your Body Down to the Ground, avec un son un peu plus léger, comme dans l'album Off the Wall. J'ai essayé de donner à Jackie une voix plus éthérée, plus moderne, dans Your Ways, avec des claviers plus en arrière. Paulino avait ajouté toute son artillerie de triangles et de gongs. C'est une chanson qui parle d'une fille marrante, spéciale, qui est tellement nature qu'il faut la prendre comme elle est.
et le faire avec plaisir. Everybody est plus enlevé que les autres airs de danse de Off the Wall, grâce à Mike McKinney qui l'a fait tourner en cascade. Les chœurs rappellent l'influence de Get on the Floor, mais le son de Quincy est plus profond, comme si on se trouvait dans l'œil d'un cyclone. Ce son me fait penser à ce que l'on voit quand on prend les ascenseurs extérieurs en verre des grands buildings et qu'on monte irrésistiblement vers le haut, sans effort. Time Waits for No One a été écrit par Jackie et Randy, qui ont pensé à ma voix. Ils savaient qu'ils étaient en compétition avec les compositeurs de Off the Wall, et ils ont fait un très bon travail. Give It Up a donné l'occasion de chanter à tout le monde, et à Marlon en particulier. Walk Right Now et Wandering Woo étaient plus proches du son de Destiny, mais il y avait trop d'arrangements faits par trop de cuisiniers, et pas assez de jus. Une exception, Heartbreak Hotel. Ce titre est sorti de ma tête sans préméditation. La maison de disques a imprimé sur la couverture This Place Hotel, à cause de l'allusion à Elvis Presley. Il a beau avoir été une figure de la musique blanche aussi bien que de la musique noire, il ne m'a pas influencé. Quand notre chanson est sortie, les gens ont cru que si je restais enfermé comme je le faisais, je risquais de mourir comme lui. Pour moi, il n'y a aucune comparaison possible entre nous, et je refuse d'entrer dans ce genre de polémique. Pourtant, je m'intéresse à la façon dont Elvis s'est détruit, parce que je n'ai pas l'intention d'en faire autant. La Toya a apporté sa contribution, en lançant le cri qui ouvre la chanson. On ne peut pas dire que ce soit un signe transcendant pour un début de carrière, je le reconnais. Mais c'était son baptême de studio. Depuis, elle a fait de très bons disques, et elle se débrouille très bien. Ce cri était là pour indiquer qu'on se réveillait d'un cauchemar, mais notre intention était d'annoncer le début du rêve, pour que l'auditeur se demande s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. C'est l'effet qu'on a réussi à obtenir. Les trois choristes se sont bien amusés quand je leur ai demandé de faire des effets d'épouvante, avant d'écouter le mixage. Heartbreak Hotel était la chanson la plus ambitieuse que j'ai composée. J'avais travaillé sur de nombreux niveaux. On pouvait la danser, chanter, avoir peur, et l'écouter tout simplement. J'ai ajouté un final au violoncelle pour finir sur une note positive, et rassurer les auditeurs. À quoi ça sert de faire peur aux gens, si on ne prend pas la peine de les ramener sains et saufs là où on les a embarqués? Il y avait l'idée de la vengeance dans Heartbreak Hotel. Et ce concept me fascine. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. L'idée de faire payer quelqu'un pour quelque chose qu'il vous a fait, ou qu'il a cru vous avoir fait, m'est complètement étrangère. Le décor m'a fait visualiser mes propres peurs, et m'a aidé à les calmer. Il y a tellement de requins dans ce métier qui sont attirés par l'odeur du sang dans l'eau. Si cette chanson et plus tard Billie Jean semblent placer les femmes dans une situation défavorable, il ne s'agit pas d'une opinion personnelle. Je n'ai pas besoin de le dire. J'aime l'amour physique. Cela fait partie de la vie, et j'aime les femmes. Je pense seulement que lorsque le sexe est utilisé comme une force de chantage ou de manipulation, c'est un usage répugnant du cadeau que Dieu nous a fait. Triumph nous a donné le dernier sursaut d'énergie. Nous avons eu envie de mettre en place un show parfait. Nous avons commencé à répéter avec notre orchestre de tournée, qui comprenait Mike McKinney. David Williams nous rejoignit aussi, et il devint un membre permanent du groupe. La tournée suivante devait être spectaculaire. Le grand magicien des effets spéciaux Doug Henning me faisait disparaître dans un nuage de fumée juste après la chanson Don't Stop. C'est lui qui était le maître d'œuvre, et qui contrôlait toute la régie. J'aimais beaucoup bavarder avec lui quand on répétait le spectacle. Il me donnait tous ses tuyaux, tous ses secrets.
et hormis de l'argent, je ne pouvais pas lui offrir grand-chose en retour. Je suis gêné en y pensant, car c'est injuste. Mais je voulais que notre spectacle soit sublime, et je savais que Henning lui donnerait une dimension exceptionnelle. Nous étions en compétition féroce avec des groupes comme Earth, Wind and Fire et les Commodores, et certains pensaient que les frères Jackson, tournant depuis 10 ans, étaient terminés. J'avais travaillé dur sur le concept de notre prochain spectacle. Je pensais au film Rencontre du troisième type, et j'essayais de faire passer l'idée que la vie existe au-delà de l'espace et du temps. Le pan était le symbole de cet épanouissement, et il devait représenter l'idée d'éclat, de lumière, de triomphe. J'étais très fier du rythme, des innovations techniques et du succès de l'album Off the Wall. Mais je dus bientôt en rabattre quand les nominations pour les Oscars furent données en 1979. Bien que Off the Wall ait été l'un des disques les plus populaires de l'année, il ne reçut qu'une seule récompense, celle de meilleure interprétation vocale en rhythm and blues. Je me rappelle encore le moment où j'ai appris la nouvelle. Je me suis senti complètement ignoré par les gens du métier. Plus tard, j'ai appris que les gens de l'industrie du disque avaient ressenti la même chose. J'étais déçu, mais j'ai immédiatement pensé au disque prochain. Je me suis dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils ne pourraient pas ignorer mon disque. J'ai regardé la cérémonie à la télé, et c'était bien de gagner dans ma catégorie. Mais j'étais vraiment furieux d'avoir été rejeté par mes collègues. Je n'arrêtais pas de me dire, la prochaine fois. L'artiste est à bien des égards ce qu'il fait. C'est difficile de séparer les deux. Je pense que je suis capable d'être tout à fait objectif sur mon travail quand je suis en train de créer. Et si quelque chose ne marche pas, je le sens. Mais quand je termine un album ou une chanson, c'est que je me suis défoncé au maximum pour lui donner toute l'énergie et le talent que Dieu m'a offert. Off the Wall a été bien reçu par mes fans, et je crois que c'est pour cela que les remises d'Oscar m'ont fait du mal. Cette expérience m'avait blessé dans l'âme. Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'au prochain disque et à la façon dont je le ferais. Je voulais qu'il soit génial.